Retour dans le débat de France 24. On en parle, la venue de Barack Obama en Europe. Il était à Hanovre aujourd'hui pour la dernière journée de cette visite. L'occasion de rencontrer la chancelière Angela Merkel et surtout de se mettre autour de la table avec François Hollande, Matteo Renzi et David Cameron. Au cœur du débat, même s'il n'en a officiellement pas été question à la demande insistante de la France, le fameux traité transatlantique négocié dans le plus grand secret depuis 2013. Le 13e cycle s'ouvre aujourd'hui. Et Barack Obama dit espérer une fin des négociations d'ici la fin de l'année, appuyant cela par Angela Merkel, ce qui n'est pas du goût de tout le monde, à commencer par François Hollande, de plus en plus méfiant. Mais d'abord, ce qu'on sait du TAFTA résumé en images. Le TAFTA, ou le TTIP, deux acronymes pour désigner le même traité sur le libre-échange transatlantique. Objectif, réunir deux marchés gigantesques. D'un côté, les États-Unis, 315 millions d'habitants. De l'autre, l'Union européenne, plus de 500 millions. L'idée est d'alléger les frais de douane entre les États-Unis et l'Europe et de permettre des échanges simplifiés entre les deux continents. Ce marché commun concernerait l'industrie, l'énergie, les produits chimiques, la santé, l'agriculture et les appellations d'origine contrôlée. Problème, des produits américains comme les poulets lavés au chlore ou les légumes aux OGM, pourraient arriver dans nos supermarchés, alors que les normes européennes sont plus sévères. Et c'est ce déséquilibre qui est le point de blocage principal des négociations pour le gouvernement français. Il y a des lignes rouges très précises, ce sont des conditions. Si cela n'est pas au rendez-vous, les négociations s'arrêteront. La France là-dessus est claire, nette, précise et ferme. En 3 ans de discussion dont le détail est toujours resté secret, les États-Unis et l'Union européenne ne sont jamais parvenus à un accord. Et pour en parler avec nous autour de cette table, Thomas Negaroff, historien spécialiste des États-Unis, Thomas Porcher, économiste, professeur à la Paris School of Business et auteur de cet ouvrage TAFTA, l'accord du plus fort, Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, et Nicolas Dungan, chercheur à l'Atlantic Council à Washington, également conseiller spécial à l'IRIS. Et vous aviez un mot en réaction immédiate à ce qu'on vient de voir. Ce reportage est juste. Il s'agit d'un marché commun. Il ne s'agit pas d'un traité qui fait baisser les tarifs douaniers, etc. C'est 10% du TTIP. Et ce qui compte là-dedans, c'est l'harmonisation des normes. Alors, justement, c'est vous-même qui l'avez dit, les négociations sont secrètes. Donc, on peut dire tout et n'importe quoi là-dessus sans savoir de quoi il s'agit. Donc, alors, tout aussi est imbriqué dans la politique. On a des élections en France en 2017, en Allemagne aussi, et Barack Obama finira son mandat le 20 janvier prochain. Donc s'il veut que ça termine avant la fin de l'année, il l'a dit lui-même à Londres, ce ne sera pas ratifié par le Sénat avant son départ, mais au moins les négociations seront terminées. Alors, il faut bien comprendre qu'il ne s'agisse pas d'autre chose que de créer un grand marché commun. Et dans ce marché commun, les Européens ont parfaitement leur mot à dire. Et tous les démocrates sont favorables au TTIP. Pourquoi ? Parce que cela implique de reprendre les normes européennes, qui sont plus sévères et donc meilleures. Et les républicains sont favorables parce qu'ils aiment bien le libre-échange. Ouais. Donc il faut en profiter. Thomas Porcher n'a pas l'air complètement d'accord. Et d'ailleurs, au passage, pourquoi une telle opacité sur le contenu des négociations, Thomas Porcher ? Il y a une opacité parce que les États-Unis l'ont demandé. Il y a des parlementaires qui ont signé une tribune et qui demandent qu'il y ait plus de transparence. Et pourquoi il n'y a pas de transparence s'il n'y a rien à cacher ? Regardons le passé. Entre ce que l'on nous promet dans ce TAFTA, on nous promet 2 millions d'emplois, de la croissance, pas énorme, sur 20 ans. Quand on regarde ce qui s'est passé avant, on se rend compte que dans les traités de libre-échange que l'on a signés, et même dans le marché unique, on nous promettait des choses hallucinantes. Le rapport Cecchini de 88 promettait 6 à 7% de croissance et des millions d'emplois. Je ne sais pas si on a eu ça en Europe, je n'ai pas l'impression. Le NAFTA disait qu'on allait avoir des millions d'emplois. On n'a pas eu ça. Vous savez, le libre-échange entre Mexique, Canada et les États-Unis. On doit harmoniser les normes de production. Les multinationales sont appelées à négocier également. Et quand on regarde le classement, par exemple, des 10 plus fortes multinationales, des 10 plus puissantes, vous en avez 8 américaines, 0 européennes.
Sur les 100 premières, 60 américaines. Sur des secteurs comme l'informatique, les 3 premières sont américaines. Sur la grande distribution, sur les 10 premières, vous en avez 7 qui sont américaines. Vous pensez que ces multinationales vont accepter de prendre les normes européennes et en subir le coût d'ajustement? Il faut arrêter d'être naïf. Je pense qu'il ne faut pas être naïf. Jean-Dominique Giuliani. Petite correction. Oui. Le premier marché de consommation, ce ne sont pas les États-Unis. Le premier marché de consommation du monde, c'est l'Europe. Donc, si l'Europe est intelligente, elle négocie correctement. Elle est très intelligente, on le voit bien. Et elle négocie de manière unie cette fois-ci. Alors, comme tous les accords de libre-échange, ils sont secrets. C'est peut-être ça qu'il faut revoir d'ailleurs. Parce que c'est plus vraiment d'actualité. Parce que quoi? Parce que ça alimente les fantasmes? Parce que l'accord global n'arrive qu'à la fin, en réalité, puisque c'est un compromis. Donc il y a forcément des gagnants et des perdants. Des deux côtés. Des deux côtés. Mais oui, il faut être honnête. C'est pour ça que c'est secret. Mais il y a des exemples d'accords de libre-échange extrêmement profitables à l'Europe. Elle en a signé 52. Avec la Corée, elle a doublé. La France a triplé son excédent commercial avec la Corée. On ne fait pas du commerce intrabranche, on n'échange pas les mêmes biens, sauf Mais sur bien l'automobile. sûr. Sauf sur l'automobile. Par exemple, dans les États-Unis, on services, échange les mêmes biens, donc on mais met en par concurrence les mêmes biens. Là, c'est le La problème d'un grand philosophie marché, non? française. Pardon sur ce C'est le sujet. problème d'un grand marché d'échanger les mêmes biens, non? Mais bien sûr. Exactement, D'une harmonisation des normes. Le problème, c'est l'accès au marché. Moi, j'ai posé la question plusieurs fois au commissaire européen. Et je lui dis, il y a un Buy American Act. Voilà, justement. Est-ce Il qu'on reste- garantit un accès équitable des deux côtés de l'Atlantique? Donc, c'est dans les objectifs. Je ne sais pas ce C'est qu'il ce en qu'il faut sera à la négocier fin. dans le TTIP. Il faut négocier pour que l'Europe ait accès au marché public américain, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Exactement. Alors, on ne le sait pas. Sur les procédures, je me retire, je ne suis pas un expert, je conçois bien que cette opacité pose problème, mais sur la géopolitique de l'accord, je trouve que c'est une bonne idée intelligente de regarder si les États-Unis et l'Europe, qui ont quand même les modes de vie les plus proches, n'ont pas à se rapprocher si ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable parce que le monde a changé, que la puissance commerciale qui monte, c'est la Chine. Il y en a L'idée, d'autres. c'est quoi? C'est de préempter les normes pour empêcher la Chine de les imposer avant nous. C'est quand même d'imposer des normes, d'abord, qui Non, c'est de correspondent créer, mais c'est aussi à un de état créer de droit. un grand marché. C'est pas seulement d'agir sur les normes, c'est agir sur les normes pour créer, De créer notre grand marché, pas celui de la de Chine. en créer l'occurrence. un marché commun nord-atlantique. Et la frilosité française là-dessus est principalement psychologique et politique. Mais comme le dit Jean-Dominique Giuliani, tout cela est à négocier dans la négociation de l'accord. Mais- Et il y a une très bonne raison de garder tout cela secret, c'est que puisque les négociations sont extrêmement compliquées, extrêmement difficiles, il faut que ce soit des experts qui font cela. Et puis, il Il faut faut que pas les sous l'œil des médias et des Au politiques. point où nos politiques ne sont même pas au courant. Au point où nos Vous ne politiques... devriez pas être au courant Non. avant que ce soit débattu par Ah bon, des alors donc, institutions Ce démocratiques. sont des choses qui concernent la consommation de l'alimentation jusqu'au C'est pour clignotant. ça que vous Et avez nos des élus ne Oui, mais il sont sera pas au jamais courant. trop tard pour voter contre une fois que le Ah ben texte oui, mais sera vaut soumis mieux au débattre Parlement. en amont qu'en aval quand il y a Non, quelque non, chose qui est déjà non, écrit à parce moitié. que vous n'arriverez jamais à Sinon, un c'est pas de la accord. démocratie. Bah, Non, alors, mais on veut pas arriver. impossible. À qui va profiter cet accord? Alors, ce grand marché, à qui va profiter? On parle Dites-le peut-être Tout moi. le monde, si c'est bien négocié. Ah bah, bien sûr. Thomas Negaroff. Un peu d'histoire. Il y a eu deux tentatives, peut-être davantage, de ce type de marché commun, de grand marché. Il y a eu en 62, Kennedy qui l'a proposé aux Européens. Oui. Et le général de Gaulle a refusé, a préféré refuser, considérant que quand il entendait le mot partenariat, il entendait domination de l'un sur l'autre. Donc c'est ce que disait Thomas Porcher, exactement ça. Donc, alors qu'à l'époque, les États-Unis n'allaient pas très bien économiquement. Vous voyez les 30 Glorieuses en Europe et voulaient profiter de ce marché européen. Donc c'était presque à front renversé. Ils voulaient en profiter. Quoique aujourd'hui, vous savez, la balance commerciale américaine, elle est déficitaire avec l'Europe. Donc il y a aussi un intérêt à aller peut-être combler ce 100 milliards qui traîne et qui fait mal quand même dans les comptes publics américains. Donc 62, échec. Et puis il y a l'AMI quand même. L'accord multilatéral sur l'investissement, alors là, dans le plus grand des secrets, on ne savait même pas qu'il existait. Alors c'était tout l'OCDE, mais c'est globalement l'Europe de l'Ouest et les États-Unis. Exactement. Et en 95, on avait commencé à négocier. Alors là, et il y avait des points de convergence avec l'actuel accord, parce que ce qui coince, c'est les normes, bien sûr, aujourd'hui, mais ce qui coince aussi, c'est la question du tribunal. Dans tous les accords de libre-échange, vous avez une instance neutre, donc pas d'un État ou de l'autre, donc privé, de droit privé, et qui vient à Washington, Comme par et hasard. qui Dans vient les locaux de la Banque mondiale, et qui vient des ouais, juristes. avec Washington. mais avec des avocats de droit privé qui viennent dire qui a raison entre une FMN et un État, puisqu'une FMN peut attaquer un État. C'est ce qui avait fait coincer l'AMI lorsque la négociation secrète avait été rendue publique par des Canadiens en 97. En 98, manif énorme, et Lionel Jospin se retire, aussi bien poussé par sa gauche plurielle qui n'en voulait pas.
Et ce qui posait problème, c'était ça. Parce Ça veut que dire que des multinationales américaines pourraient s'en prendre à des monopoles d'État en France, par exemple. alors, bah, ça, Ou à des collectivités locales, dans le Ou cadre... à des mais nouvelles réglementations. voilà, ou même pire encore, et c'est ce que agite beaucoup aujourd'hui. Mais on est dans le fond. Non, mais Pure spéculation, oui, d'accord, parce d'accord. que vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Mais alors, non, mais ça, on sait que c'est Si dedans, vous ne hein. l'aimez pas, vous négociez Non, pour que Non, ce mais soit il y a une éliminé. proposition de la Et si Commission. vous n'aimez pas ce Non, mais qui est voilà. négocié, il n'y a pas d'accord. C'est très simple. Et là, Mais il faut respecter les règles des relations internationales. La question est de savoir quand les politiques doivent se saisir de ce qui est négocié. Une fois qu'il y a quelque chose dont on puisse se saisir intelligemment. On va juste laisser terminer Thomas. non, Steger. et donc la grande inquiétude, par exemple, qui agiterait des mouvements très anti-TAFTA, parce qu'il y en a en France très très forts, comme il y avait des mouvements très anti-AMI dans les années 90 et 2000, c'était vraiment l'apogée de l'altermondialisme, En Allemagne aussi. et en Allemagne aussi. Aux États-Unis. Et, oui, et aussi, effectivement, aux États-Unis, c'est de dire, mon Dieu, une FMN peut attaquer un État s'il y a une grève SNCF et que les salariés ne peuvent pas aller bosser ce jour-là. C'est une entrave à la libre concurrence. Et donc, un État, ça pourrait être un nivellement vers le bas. Je ne crois pas qu'on aille jusque-là. Mais voilà à peu près les raisonnements qu'il peut y avoir. Effectivement, la Commission, aujourd'hui, planche sur des contre-propositions pour essayer de remettre plus de politique dans le tribunal, effectivement, et de limiter ces marges de manœuvre. Les tribunaux ne vont pas être saisis constamment. Je ne pense pas, moi, que pour tout et n'importe quoi, par exemple pour des grèves, je ne pense pas qu'ils vont être saisis parce que les délais sont trop longs. Ça coûte trop cher. Mais sur l'énergie, alors là, c'est des temps très longs, l'énergie. Les investissements Par sont exemple, très longs. oui. Regardez, nous, on a fait une loi d'interdiction de la fracturation hydraulique. Oui. Effectivement, là, des On pourrait compagnies américaines contraindre. auraient pu nous saisir en disant « Vous avez changé les règles du jeu en plein milieu ». Vous voyez, la transition énergétique nécessite qu'on encadre des énergies Vous polluantes. voulez dire qu'attendez, que les compagnies américaines pourraient qui nous avaient- contraindre à libérer Là, c'est du déjà terrain passé. Là, c'est déjà passé. Mais si c'était pas passé, ça aurait été une épée Damoclès au-dessus des législateurs qui se seraient dit écoutez, est-ce que je mets cette loi d'interdiction de la fracturation hydraulique alors même que certains puits sont américains Oui. ou canadiens, etc., et qui pourraient nous attaquer devant les tribunaux et c'est les contribuables français qui paieront les dédommagements. Une juridiction Vous administrative. voulez dire qu'on n'est plus maître de son territoire sous le NAFTA? C'est une épée Damoclès quand même. Sur des gros projets, c'est Sous le une épée TAFTA, Damoclès. C'est une épée, pas surtout, mais c'est une épée Damoclès. Écoutez, on a un projet pharaonique de transition énergétique normalement en Europe qui nous tient à cœur. Normalement, on doit avantager les renouvelables, qui est une distorsion à la concurrence, disons-le, et encadrer les énergies polluantes, ce qui serait un frein à la concurrence. Donc là, des grandes compagnies étrangères pourraient nous attaquer parce qu'on encadre ces énergies-là et qu'on fait la promotion d'autres, ce qui est une distorsion. Est-ce que la Commission européenne, depuis que l'Europe existe, n'est pas en permanence en train d'intenter des procédures contre les États pour concurrence déloyale, aide à des entreprises? Est-ce que ça n'existe pas déjà? Trop ça au lieu de justement avoir une politique basée sur l'avenir. Elle a inventé, en l'occurrence, là, dans Jean-Dominique cette Vulliamy. négociation, une proposition, on peut trouver ça sur le site internet de la Commission, où elle propose de remettre ça entre les mains d'un tribunal, un vrai, avec des magistrats professionnels, etc. Ça me paraît tout à fait acceptable pour les États-Unis, d'ailleurs, où on a un état de droit qui n'est quand même pas exactement le même. En fait. On ajoute simplement un nouvel acteur au Je problème. crois que ça, c'est un point à souligner. Il est tout à fait possible, et ça, on ne l'a pas vraiment bien compris, il est tout à fait possible que les négociations, hormis tous les épées de Damoclès, etc., échouent simplement parce que, tout en étant aptes à se réunir dans un grand marché, en fait, les États-Unis et l'Europe ont des systèmes qui sont trop différents. Alors, le système américain est très litigieux, il est très fédéral, donc la concurrence déloyale, on parle par exemple d'harmonisation fiscale en Europe. Il n'y en a pas aux États-Unis. Le Maryland et la Pennsylvanie se font concurrence en offrant aux investisseurs qui veulent s'installer. Pourquoi est-ce que tout le monde, toutes ces sociétés européennes sont installées en Caroline du Sud? Parce qu'ils ont eu un deal fiscal avec l'État. Et ça, donc, on parlait tout à l'heure du Delaware, du Wyoming et du Nevada, qui sont des paradis fiscaux aussi efficients, sinon plus, que ceux que l'on montre du doigt. On a l'Irlande, on a le Luxembourg qui, pour des raisons différentes, attirent des investisseurs ou des entreprises ou des mais épargnants. ce que je veux dire, c'est qu'il est tout à fait possible que l'on puisse conclure en ayant essayé de négocier qu'en fait les deux systèmes sont trop différents. Alors, et il ne suffira pas de dire à ce moment-là que le Canada a réussi à faire déjà ce traité avec l'Europe parce que les normes, les sentiments, les croyances, les valeurs sociales du Canada sont beaucoup plus proches de celles de l'Europe qu'à partir des États-Unis. La France a pris la tête de cette
forme de croisade d'une certaine manière. En tout cas, elle traîne fortement les pieds contre ce Je crois qu'il y a un vrai mouvement dans la société civile un peu partout en Europe, pour être très franc. Oui. Avec de fortes inquiétudes en Allemagne. Il y a un défaut d'explication, il y a peut-être un défaut de perspective. L'affaire est venue aussi dans... Oui, le gouvernement allemand est divisé, puisque on voit Angela Merkel est pour, mais enfin, c'est pas forcément le cas de ses ministres, notamment Sigmar Gabriel, qui a des mois... Je suis sûr que le gouvernement français doit l'être aussi un peu sur le sujet. On a du mal à trouver des pour au gouvernement français, c'est peut-être la différence. Non, peut-être. Par Emmanuel Macron, mais... Et en tout cas, l'affaire est venue, si vous voulez, bizarrement. Elle est venue, n'est-ce pas, à la fin du mandat de José Manuel Barroso. On a l'impression que on n'a pas expliqué pourquoi. Il n'y a pas eu, comme Nicolas le rappelait, une délibération avec une explication, une communication. Voilà ce qu'on se propose de faire. Voilà nos lignes rouges. Voilà nos lignes jaunes. Voilà nos méthodes de négociation. On n'a pas fait tout ça. Et donc, il y a une inquiétude légitime parce que de deux côtés de l'Atlantique, il y a des conceptions différentes du droit, il y a des conceptions différentes des normes et même du mode de vie. Et ça a été illisible du point de vue du président de la République française. François Hollande, en février 2014, aux États-Unis, voyage officiel, vous vous souvenez, invité à un voyage très rare pour un président français d'être reçu, voyage officiel, etc. Et il parle du TAFTA, il dit il faut aller vite. Il faut négocier et aller vite. Et 2 ans plus tard, le même ne veut plus en parler. Peut-être qu'il y a aussi un contexte électoral. C'est l'effet nuit debout. C'est l'effet nuit debout, d'après vous. Je ne sais pas si c'est nuit debout ou si c'est surtout une élection à venir qui sera difficile. Il faut séduire la gauche. Parce que les Français, comme tout le monde, ignorent ce qu'il y a vraiment dans la négociation. Alors, à ce moment-là, et comme ça sème la panique, parce que c'est une sorte de frilosité. À juste titre. À juste titre, ça sème la panique. Peut-être ou peut-être pas. Mais en tout cas, ça sème la panique. Donc, le président de la République panique avec son peuple. Je pense que la vraie question, c'est pour ça qu'il y a une mobilisation citoyenne très forte des deux côtés de l'Atlantique. C'est est-ce que ça répond aux attentes des citoyens? Est-ce que c'est ça qu'ils veulent, les citoyens? Un grand marché, des échanges à plus de 10 000 km, alors qu'on vient de ratifier l'accord de la COP21, disons-le, et qu'il n'y a pas de contraintes climatiques dans cet accord de libre-échange. Donc vous voyez, on est un peu schizophrène, on est presque dans le déni climatique, moi je trouve. Mais est-ce que les citoyens veulent ça? Est-ce qu'ils veulent pas justement autre chose, un autre modèle que ce grand marché qu'on leur offre, qui a peut-être fonctionné dans les années 90, dans la mondialisation heureuse d'Alain Mac. Ils veulent aussi des contrats pour leurs entreprises, pour les PME, leur pas sûr, il y a beaucoup de marchés. PME. Vous savez, vous avez vu ce qu'a dit le MEDEF? Ils sont pas pro-pro. Finalement, ils sont assez mitigés parce que beaucoup de gens savent que peut-être ça ferait des débouchés, mais qu'en échange, ils auraient de la concurrence sur place. Et vous savez, on échange beaucoup en Europe entre pays européens. France, donc si demain on ouvre... la concurrence. Mais enfin, la concurrence, par exemple... La mobilisation est très forte aussi. Les Français sont contre la concurrence dans l'idée, effectivement, que de concurrence sauvage. Mais enfin, quand vous leur disiez, on introduit un 3e réseau de téléphonie mobile ou un 4e et ça fait diminuer les coûts des factures, là, immédiatement, ils voient l'intérêt. Ils l'achètent. Oui. Non, il y a une différence. Non, mais est-ce qu'ils sont sur Facebook? Est-ce qu'ils évitent d'aller sur Facebook parce que c'est américain? Est-ce qu'ils refusent d'utiliser Google parce que c'est américain? Qui est très moderne, la French Tech, qui est très moderne, des jeunes entrepreneurs sont contre le TAFTA. Ils sont contre le TAFTA parce qu'ils disent que ça va les essouffler alors même qu'ils sont en phase d'apprentissage. Jusqu'où, d'après vous, ira la France face à ce traité? Est-ce que le gouvernement est prêt, d'après vous, à mettre son veto? On se souvient à l'époque de baladure et d'exception culturelle française face aux accords du GATT et qui finalement avait signé. Une fois de plus, il avait obtenu l'exception culturelle qu'on a d'ailleurs obtenue avec Aurélie Filippetti au tout début des négociations. Ça a été le premier truc. Et les Américains ils ont lâché ça en sachant que c'était le point sur lequel on ne pouvait pas discuter. Ils ne voulaient pas que les artistes soient dans la rue. Ça leur faisait peur peut-être. Et juste après, c'était fini. Non, mais moi, je rappelle, Lionel Jospin, en 98, en discours à l'Assemblée nationale le 14 octobre, il enterre l'AMI terminé. La France a le droit, et a évidemment le droit de le faire et la possibilité de le faire. Oui, la France peut le faire, mais elle ne sera pas seule, n'est-ce pas? Je pense d'ailleurs qu'à la tête de la Commission européenne, il y a un homme comme Jean-Claude Juncker qui est dans le même état d'esprit. En réalité, il est très, très réservé, très prudent. Je ne sais pas. Oui, beaucoup plus. Je ne sais pas si le critère, c'est est-ce que les gens veulent ça? Parce que ça se discute aussi, n'est-ce pas? Aussi, les hommes d'État doivent prendre aussi leurs responsabilités, mettre généralement leur trip sur la table en disant, je pense que ça, c'est bon pour le pays. Mais pour l'instant, le problème de la Commission européenne, si vous voulez, c'est que ce n'est pas un vrai gouvernement. Et donc, il ne peut pas devenir... pas à la table à Hanovre aujourd'hui. Et donc, mais en réalité, je pense que nous aurons, par exemple, la France aura un allié en la personne de Juncker à la tête de la Commission. Regardez, en ce moment, on parle beaucoup d'OGM en France, le Monsanto 810, les Français, l'Europe accepte l'entrée du Monsanto 810, et les Français ont usé de leur clause de sauvegarde à plusieurs reprises, sanctionnés par Bruxelles, ils disant vous n'avez plus le droit, on le fait quand même. Est-ce que la France aura encore la capacité de le faire
dans un accord avec les États-Unis. Ça, j'en suis pas sûr du tout. Et ça reste effectivement une question. Merci en tout cas d'être venu en débattre. Merci Thomas Negaroff, merci également à Thomas Porcher, merci à Jean-Dominique Giuliani et merci à Nicolas Dungan d'avoir été avec nous pour ce débat. Restez avec nous, on continue dans un instant avec l'actualité vue du net, un œil sur les médias. C'est tout de suite. Voilà, un œil sur les médias, c'est l'actualité vue du net et notamment l'actualité dont nous venons de parler dans ce débat. Bonsoir Karim. Bonsoir à tous. Sur les réseaux sociaux, les anti-TAFTA qui font entendre leur voix avec les éditos de la presse, difficile de trouver dans cette masse d'éditos quelques voix favorables à ce traité. C'est vrai que c'est assez difficile, il suffit de regarder par exemple le site de l'Obs avec un papier signé Pascal Richet. François Hollande, c'est le moment de faire dérailler le TAFTA. Un article qui nous explique que les négociations s'embourbent depuis l'origine, des négociations opaques et bien peu démocratiques d'après le journaliste. Et c'est vrai qu'il y a quelques semaines, des députés et des sénateurs PS s'étaient exprimés, refusant que le Parlement soit réduit au silence. À l'époque, ils critiquaient le fait de ne pas pouvoir consulter librement le traité de libre-échange négocié entre l'Union européenne et les États-Unis. Du côté de Slate, on explique que c'est peut-être une occasion pour François Hollande de donner un second souffle ou donner du souffle à cette fin de quinquennat plutôt difficile. Un de vos invités le soulignait il y a quelques instants. Et puis même ceux qui étaient plutôt favorables et qui s'exprimaient de façon positive sur le TAFTA, comme Pierre Moscovici, c'était en juillet 2015. Il expliquait que le TAFTA est plus dans l'intérêt de l'Europe que des États-Unis. Eh bien, désormais, ça a un petit peu changé. Il explique qu'il doit être favorable à notre agriculture et si ce n'est pas le cas, il ne doit pas y avoir d'accord. Sur les réseaux sociaux, vous le disiez, il y a un certain nombre d'initiatives. Il y a ce site internet qui se fait l'écho de l'inquiétude du monde agricole. Il évoque un chiffre, notamment 300 000 tonnes de viande bovine qui débarqueraient en France si cet accord était signé. Avec ce hashtag, on partage aussi ce genre d'images puisqu'on se mobilise dans les régions. La région Languedoc, Roussillon, Midi-Pyrénées explique qu'ils sont désormais zone hors TAFTA. Et puis à Barcelone, il y a quelques jours, il y avait une réunion avec un certain nombre de collectivités territoriales qui disent aussi tout le mal qu'elles pensent de cet accord. Et sur les réseaux sociaux, on a vu évidemment à droite, à gauche plutôt et à l'extrême gauche, beaucoup de messages sur Twitter, le compte Twitter d'Europe Écologie Les Verts, qui partage cette image de manifestation en marge de la visite de Barack Obama. Jean-Luc Mélenchon qui rappelle que ça fait un moment qu'il combat ce TAFTA. Alexis Corbière, toujours du même bord politique, en expliquant que François Hollande se cache une nouvelle fois, assez de postures et de faux-semblants. La France doit dire non à ce traité ultralibéral, selon lui. Et puis, Jean-Christophe Cambadélis, lui aussi, s'est exprimé sur son compte Twitter. Il a même provoqué l'ironie de certains parce qu'il a lancé un appel à Barack Obama. Eh oh, Barack Obama, TAFTA, ça doit être dans les deux sens. Certains tweetos ont imaginé la réaction de Barack Obama avec cette image lorsqu'il a découvert le tweet de Jean-Christophe Cambadélis. Et oui, une allusion à cette initiative. Alors il faut vous dire que moi, je l'ai découverte il y a 2 semaines dans le Canard enchaîné. À l'époque, j'ai cru à une blague. Les journalistes du Canard aussi, visiblement, ils ne pensaient pas que Stéphane Le Foll irait au bout de son idée. Eh bien si, il y a bien eu aujourd'hui une réunion intitulée « Eh oh la gauche !» en présence de ministres pour interpeller les autres partis réputés proches de la majorité pour les appeler à se coaliser autour de François Hollande. Et non, c'est pas une blague, ça s'appelle vraiment « Eh oh la gauche !» l'opération de la dernière chance pour sauver le soldat Hollande. À 1 an de la présidentielle, les sympathisants de gauche sont déçus. Alors il faut tenter de les convaincre à nouveau. Alors il y en a quelques-uns qui sont déjà convaincus. C'est le cas de Christian Eckert. Eh oh, je suis en marche, fier de l'action du président et du gouvernement et j'aime la gauche qui ne se dilue pas dans la droite brutale. C'est bien un des rares messages positifs autour de cette initiative Eh oh la gauche parce que beaucoup se demandent s'il y a quelqu'un. C'est le cas de ce journal La Voix du Nord. Justement, lors de cet événement organisé par Stéphane Le Foll, il n'y avait pas Macron, il n'y avait pas Valls et certains ironisent sur le fait que c'était organisé dans un amphithéâtre de la faculté de médecine de Paris. Et évidemment, ça en a inspiré certains, notamment Plantu, qui imagine un François Hollande déjà
mort, avec tout un tas de potions pour tenter de le réveiller. Lève-toi et marche, lui lance Stéphane Le Foll. Ça n'a pas l'air de beaucoup marcher. Et puis, du côté de Canal+, on imagine un petit peu la même scène, mais cette fois-ci avec un Emmanuel Macron qui a une seringue pleine de poison, évidemment. Certains ironisent sur ce choix de la fac de médecine et se demandent si l'institut médico-légal n'était pas libre. C'est le cas de ce tweeto. En tout cas, avec un pariatique, il y avait peut-être des docteurs, mais pas beaucoup de spin doctors hein, pour penser à cette initiative. C'est le genre de message qu'on pouvait trouver aussi sur Twitter aujourd'hui. Merci beaucoup, Karim. Voilà, un œil sur les médias. C'est terminé. Merci encore à nos invités. Retour dans un instant à l'information sur France 24, juste après une courte page de publicité et la météo.